Bonjour à toutes et à tous, un vrai plaisir que de vous retrouver à la fois sur BFM Business, Radio, Télé, mais aussi sur 01 TV comme chaque week-end pour En route pour demain, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec Pauline qui est là. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro. Alors, le secteur aérien est pointé du doigt par les défenseurs du climat, mais il essaie de réduire ses émissions de CO2. Carburant vert, optimisation des routes. Olivier Chiche-Portiche décrypte pour nous les décisions prises ces dernières semaines. On va désarmer les toboggans. Et puis attention, on va revenir sur Terre, et parfois un peu de manière violente, avec cette veste airbag que viendra nous présenter le fondateur de Cirrus. Alors, quand un constructeur Citroën s'associe à un spécialiste de la publicité, mais aussi à des hôtels de luxe ou à des salles de sport pour créer une voiture autonome dédiée aux pros, eh bien Julien Bonnet l'essaie et c'est avec nous cette semaine. Et bien voilà, c'est le sommaire de ce En route pour demain. Merci d'être là et bienvenue. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Merci d'être avec nous. Vous le savez, chaque week-end, votre rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités, à tout type de mobilité. Vous allez voir d'ailleurs dans un instant, c'est En route pour demain. Merci d'être là et à la fois sur BFM Business, je disais 01 TV. Nous allons tout de suite évoquer le transport aérien qui fait sa révolution, Pauline. Oui, on va décoller. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'automobiles qui essaient de passer au vert, mais l'avion aussi. Alors, il serait responsable de pratiquement 3% des émissions de CO2 dans le monde. C'est le Parlement européen qui nous donne ce chiffre. Et il est du coup sous le feu des critiques des écologistes. Alors, on connaît tous dans notre entourage des personnes qui ne veulent d'ailleurs plus prendre l'avion pour des questions écolo. Et comme le transport routier, les compagnies ont décidé de réduire leurs émissions. C'est même un des objectifs prioritaires du secteur. Olivier Chiche-Portiche, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Début octobre, les compagnies aériennes ont donc décidé, elles se sont engagées à atteindre 0 émission nette de CO2 d'ici à 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors l'objectif, il est audacieux, mais il est nécessaire. Oui, c'est ce que disent les compagnies, audacieux mais nécessaire. Alors on peut débattre longtemps de cet objectif, parce qu'effectivement ce sont des chiffres, des promesses. C'est très compliqué. Tu l'as rappelé, Pauline, l'avion, c'est 2 à 3% des émissions de CO2 sur la planète, contre 40% pour le bâtiment, histoire de faire des comparaisons un petit peu de masse. C'est peu, mais c'est beaucoup à la fois, effectivement. Et ça fait déjà plusieurs années quand même que le secteur travaille à réduire cette consommation de carburant et donc son empreinte carbone. L'IATA, qui est l'association des grandes compagnies aériennes, a effectivement dit que depuis 10 ans, la consommation de carburant, de kérosène, a été réduite de 20% en 10 ans. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc mais alors, du coup, il y a quoi comme solution ? On passe à l'hydrogène, comme dans les voitures, comme dans les trains ? Voilà, alors c'est un peu la baguette magique, l'hydrogène, qui fait disparaître toute pollution et toute émission de carbone. Néanmoins, pour l'avion, c'est encore de la science-fiction. Guillaume Faury, qui est le patron d'Airbus, était venu sur notre antenne pour expliquer un petit peu justement cette piste hydrogène en disant pour l'instant, ça n'existe pas. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de recherche et développement. Et c'est vrai que Airbus ne prévoit un décollage de l'hydrogène pas avant 2050. Oui, donc, c'est pas tout de suite. C'est pas pour demain. Non. Donc, il faut essayer de mettre des solutions avant pour répondre à l'urgence climatique. Mais alors du coup, on fait quoi entre l'engagement de dire 2050, 0 émission nette, et puis l'avion à hydrogène qui arrive à ce moment-là ? On ne vole plus jusqu'à 2050. Voilà, alors soit on choisit que le train ou la... C'est radical comme solution. Voilà, ou alors effectivement, on s'emploie à appliquer des solutions qui sont aujourd'hui opérationnelles. Par exemple ? La première de ces solutions, effectivement, c'est les biocarburants, qu'on appelle aussi agrocarburants. C'est quoi le biocarburant ? C'est en fait des produits qui sont à base de végétaux, essentiellement à base de colza, et qui peuvent réduire de 80% la consommation, en tout cas les émissions de CO2 pour un avion. Aujourd'hui, la plupart des avions, c'est ça qui est intéressant, peuvent embarquer une part de ces carburants. C'est un peu comme les véhicules finalement, Olivier. Voilà, c'est ça. Avec le E85 à l'éthanol. On peut mélanger du kérosène et ces biocarburants de 30 à 50% dans les avions actuels. Et sans grosse modification des appareils. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que les appareils n'ont pas besoin d'être modifiés techniquement. Donc le coût reste réduit finalement. Voilà, pour les compagnies. Et sans danger. Et sans danger, et en tout cas de manière très propre. D'ailleurs, il y a des tests qui se multiplient de plus en plus. La Air France, le week-end dernier, a fait voler un Paris-Nice avec 30% de biocarburant. Et Air France et Airbus ont indiqué que ça avait permis de réduire les émissions de carbone sur ce vol de 3 tonnes.
ce n'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Il y a un problème par rapport à ça, malheureusement, c'est que la filière est complètement sous-dimensionnée par rapport à la problématique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce sont des petits acteurs et qui sont tous très, on va dire, éclatés. On a une offre qui est insuffisante et puis des tarifs qui sont quand même très élevés. Du coup, les compagnies ont toujours été assez réticentes à dépenser plus d'argent. Surtout aujourd'hui, vous le savez, avec des compagnies aériennes qui sont très fragiles à cause de la crise Covid, elles ont du mal à mettre la main à la poche. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de massifier cette production, un peu comme l'hydrogène d'ailleurs, c'est-à-dire en rassemblant les acteurs, en baissant les coûts de production et en permettant d'avoir une offre qui soit à la fois quantitativement importante et puis au niveau du prix un peu moindre. Tout ça pourrait déboucher à terme vers une utilisation plus massive du biocarburant et puis surtout, et ça c'est encore Airbus qui le dit, on peut envisager un avion qui soit 100% biocarburant, c'est-à-dire alimenté à 100% en biocarburant en 2035. Et 2035 pour l'aviation, c'est demain. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, en fait, pour réduire l'empreinte CO2 des avions, Olivier ? Ouais, il y a plein de petites solutions qui permettent de grappiller un petit peu ça et là de la consommation de carburant. Les compagnies, par exemple, travaillent beaucoup à l'optimisation des trajectoires entre un point A et un point B pour gagner le plus de kilomètres et finalement consommer moins. Mais ils le font déjà plus ou moins, non ? Ils le font déjà, mais ils l'optimisent de plus en plus. Vraiment de plus en plus, notamment avec des ailes aussi qui permettent de prendre des trajectoires plus courtes. Il y a aussi tout ce qui se passe au sol. On sait qu'au sol, les avions consomment pas mal de kérosène. Alors par exemple, quand un avion atterrit ou qu'il décolle, quand il roule sur le tarmac, on peut utiliser qu'un seul moteur. Voire même, et ça aussi c'est une piste qui est vachement en réflexion, qui est beaucoup en réflexion actuellement, ce sont le fait d'avoir des batteries électriques dans les avions pour rouler sur le tarmac. Et également les petits tracteurs, vous savez, qui tirent les avions dans les aéroports, ils marchent également à l'essence, les remplacer par des modèles électriques. Surtout que des fois on fait des longs trajets. Par exemple à Roissy, on peut rouler 10 minutes avant d'arriver à la piste de décollage. Ça consomme pas mal, ça. Il y a également le fait aussi, et tu le disais, parfois on embarque dans un avion, on attend, l'avion est en route en fait, on entend les moteurs tourner. La NASA aux États-Unis a développé un logiciel qui permet en fait vraiment d'optimiser le temps d'attente, c'est-à-dire de donner un feu vert à l'avion au bon moment pour qu'il quitte la zone d'embarquement et qu'il se dirige vers les pistes. Ce logiciel, il est déjà expérimenté aux États-Unis dans des grands aéroports. Et en fait, il y a déjà des premiers résultats. On peut économiser 1 million de litres par an de kérosène, soit l'équivalent de 185 vols entre New York et Chicago. C'est une solution qui est quand même assez intéressante à mettre en place. Et enfin, des compagnies travaillent également à l'aérodynamisme des avions en travaillant sur le revêtement du fuselage. Il y a la Lufthansa, qui est la compagnie nationale allemande, qui est en train d'expérimenter un nouveau revêtement qui imite la peau de requin et qui permet de diminuer finalement la résistance à l'air. Plus d'aérodynamisme, égale moins de consommation, égale moins de pollution. Et l'avion full électrique, on voit qu'il y a des expérimentations qui sont menées à droite à gauche. Il n'y a rien de sérieux aujourd'hui. C'est un peu comme l'hydrogène. Ça demande beaucoup de travail de recherche et développement pour surtout arriver à une sécurité optimale des avions. Et c'est ça la problématique en fait. C'est la sécurité par rapport au vol. Et c'est pour ça par exemple que l'avion à hydrogène va prendre pas mal de temps, tout comme l'avion 100% électrique. Merci beaucoup Olivier, sujet passionnant. Absolument, qu'on continuera de suivre dans les prochaines semaines. Olivier Chiche-Portiche, donc journaliste à BFM Business. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité et on va parler de sécurité pour tous ceux qui sont sur le vélo. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Pauline. François. Le vélo c'est bien, mais ça peut être dangereux. On peut tomber, on peut se faire mal. On peut se faire mal. Et du coup, il existe des équipements pour se protéger, justement pour éviter les chutes et les blessures. Quentin Xavier, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes cofondateur d'Urban Circus. Tout à fait. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Alors, à la base, vous faites des vêtements pour les gens qui font du vélo, mais vous avez décidé d'aller d'un peu plus loin et de faire une veste qui contient un airbag. Exactement, en fait, à l'origine, on était créateur de vêtements haute visibilité. Donc la haute visibilité, c'est le fluorescent et le réfléchissant, comme sur le gilet jaune que tout le monde connaît, qui malheureusement n'est pas très sexy. Et du coup, on a voulu faire une gamme de vêtements beaucoup plus stylisés, mais avec les mêmes critères que le gilet jaune. Alors, vous savez, Quentin, rien ne vaut une petite démo
quand même. Oui, Hein. tout à fait. Pauline, nous avons trouvé un cobaye. Il s'agit de Laure Foulquier, productrice de En route pour demain, de 01 TV, qui Porte est... donc la veste. Voilà, qui est habillée de votre veste. Une veste, bon, voilà, quoi. C'est pas la veste qu'on met pour monter les marches du Festival de Cannes, on est d'accord? J'espère que si, quand même. Oui, pourquoi pas. Pourquoi Bientôt, ça va venir. Et donc, à l'intérieur, il y a en fait, tout un système qui va permettre de protéger Laure si elle tombe à vélo. Exactement. En fait, c'est à l'intérieur, vous avez une cartouche de gaz comme celle que j'ai ici, en fait, qui a du CO2 à l'intérieur. Et lorsque, en fait, on met ce petit détecteur qui est à l'intérieur de ce carton sur le vélo, et quand on détecte une chute, l'airbag se déclenche. Donc ça va vous protéger de portières de voitures qui s'ouvrent à l'improviste ou de quelqu'un qui vous renverse par derrière, etc. À n'importe quelle vitesse ou... À n'importe quelle vitesse. Après, c'est fait pour le vélo. Donc disons qu'en général, si vous allez à 100 km/h, ça risque d'avoir des problèmes. Parce qu'en fait, c'est un algorithme qui détecte la chute. Donc évidemment, il y a eu des tests qui ont été faits pour vérifier qu'il s'agit bien d'une chute et pas juste de quelqu'un qui descend de son vélo. Alors Quentin, on va faire une petite démo en direct. Hein. Laure est tétanisée, la pauvre, on la comprend. Elle va peut-être vivre une explosion interne avec ce système. Ça marche, hein, c'est au point. J'espère. Enfin, là, Enfin, en l'occurrence, tout va bien. En l'occurrence, là, j'utilise une télécommande pour oui, bien sûr, déclencher, c'est pour simuler, parce que dans la vraie vie, cette télécommande n'existe pas. Voilà, c'est avec ce boîtier qu'on met sur le vélo, qui en fait va être relié à la veste. Là, en l'occurrence, c'est uniquement moi qui vais déclencher. Et j'espère que c'est bien relié, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Alors, on va faire 3, 2, 1, et à 0, vous appuyez, d'accord? En espérant que ça fonctionne, évidemment. En espérant que ça fonctionne, bien sûr, hein, c'est l'effet Bonaldi. C'est 3, direct. 2, 1, 0. Ça marchait donc. Voilà, ça a marché. Là, vous voyez, en bas de la veste à droite, vous avez un petit peu de froid, en fait, de glace. C'est parce que c'est la détonation, en fait, qui libère le gaz qui est très froid. Donc c'est vrai Et qu'on du voit coup, que voilà. Laure, elle a Et la veste voyez, beaucoup plus gonflée Voilà. autour d'elle que tout à l'heure. Et elle n'a pas été étouffée. Non. Parce Ah qu'en oui, fait, le c'est une tissu bonne chose. est élastique. On a développé un tissu exprès pour. En fait, tout ce qui recouvre les parties justement qui ont été gonflées est élastique. Donc ça va éviter d'être étouffé, ce qui serait dommage. Oui, bien sûr. Si voilà, on vous sauve la vie d'un côté, mais Oui, qu'on on vous vous étouffe de l'autre, c'est quand même vraiment dommage. Donc la veste se dégonfle. Ça prend un peu de temps. Et ensuite, vous n'avez qu'à remplacer la cartouche de gaz et on repart. Dès que vous êtes prête, on peut vous refaire exploser quand vous voulez. Merci Laure pour cette petite démo. Mais ça marche bien. Mais alors, on le disait tout à l'heure avec Pauline, il y a aussi vous disiez, il y a des algos qui sont là pour déclencher quelques microsecondes avant ou après le choc, en fait. Il faut que ça se déclenche avant. C'est un peu comme le système des voitures, en fait. En fait, ça détecte un choc, mais c'est tellement rapide, en fait, que vous avez le temps, entre le moment où vous avez détecté la chute et le choc, d'avoir le déclenchement de l'airbag. Donc c'est en 0,08 secondes, donc 8 millisecondes. Et en fait, c'est le temps d'un battement de cils. Ça protège quelle partie du corps, en fait? Le haut du corps, c'est ça? Ça protège en fait les parties sensibles. Nous, on considère qu'a priori, tout bon cycliste doit porter un casque. Donc déjà, cette partie-là est un peu exclue de notre airbag. Nous, ce qu'on protège, c'est les parties vitales. Donc on va protéger le cœur, on va protéger le foie, on va protéger les organes devant, et on va protéger aussi du cou du lapin, qui est extrêmement important, et Donc, le dos. Ça gonfle aussi autour du cou. Ça gonfle en fait en haut, jusqu'ici. Donc ça évite d'avoir la tête qui part en la tête qui arrière. part en arrière, ouais, tout à fait. Et en fait, ça va aussi vous éviter d'avoir de vous faire de devenir tétraplégique en tombant sur le dos et Tout ça, évidemment, est vérifié. Je veux dire, c'est prouvé, c'est certifié. c'est certifié. Ouais. C'est D'accord. certifié. Vous évitez donc des traumatismes avec ce type de veste. Tout à fait. Notre partenaire, en fait, sur cette veste, c'était du coup fait des airbags depuis toujours dans le domaine de la moto, de la MotoGP. Donc, il y avait une grande expertise à ce niveau-là. Et du coup, là, on a appliqué cette technologie-là au vélo. Et c'est du coup, voilà, c'est les mêmes concepts, sauf que la différence avec la moto, c'est que vous pouvez avoir un déclenchement mécanique. Là, le déclenchement est 100%
électronique. Et donc pour recharger la veste, je peux le faire moi-même ou il faut que j'aille chez le revendeur qui va me la remettre en état pour le Non, coup vous d'après? pouvez faire ça chez vous sans problème. Vous commandez la cartouche, ça arrive, hop, on la met, on la branche, terminé. Et combien ça coûte, cet équipement? Alors la Quentin? veste, le prix de vente public, c'est 730 €. Voilà, en ce moment, elle est encore en précommande du coup sur notre site internet. On a vendu tout notre stock là, actuellement, donc on est en train de reproduire pour la saison qui arrive. Et voilà, donc aujourd'hui, elle est encore accessible à un prix un peu dégriffé pour Appâter le chaland. voilà, pour donner aux primo-adopteurs l'envie de se lancer. Et puis ensuite, derrière, ça sera au prix de vente de 730 € chez des revendeurs. Et combien coûte la cartouche à partir du moment où elle se déclenche, parce que j'ai fait une petite chute, si je prends une nouvelle? C'est 50 €. 50 €, d'accord. 40. Finalement, bon, alors évidemment c'est un investissement, mais si ça peut éviter des accidents graves... Oui, c'est un investissement qui peut valoir le coup. Ça peut Vous valoir sentez le coup, justement que les cyclistes, parce que c'est vrai que quand on fait du deux roues, qu'on fait du scooter, bon, bien entendu quand on est motard, on a l'habitude, il y a un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires de sécurité. Là sur le vélo, finalement, je peux faire du vélo habillé dans la vie de tous les jours. Vous sentez que les cyclistes commencent à s'équiper, à prendre conscience que ça peut être dangereux au quotidien, en cas de chute, avec la circulation un peu compliquée dans les grandes villes? Complètement. Enfin, dans les villes, après, je pense qu'il y a une grosse... maintenant, tout le monde se met au vélo. Mais en fait, dès les premiers instants où vous faites du vélo, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des problèmes justement au niveau de la visibilité, de la sécurité, avec la nuit qui tombe plus tôt en ce moment. C'est des choses où vous sentez un manque de sécurité. En fait, pour faire en sorte que les gens continuent à faire du vélo, nous, ce qu'on veut, c'est leur garantir une sécurité. Donc, c'est quelque chose où, en fait, souvent, les primo-adopteurs vont démarrer leur vélo, enfin, à faire du vélo, et puis ensuite, ils vont revenir à l'équipement en se disant « Ah oui, je me rends compte qu'il y a quand même un peu des problèmes, des dangers. » Et c'est comme ça que ça nous est venu à la base de faire ces vêtements. Et c'est surtout aussi, on se rend compte que la visibilité parfois suffit pas parce que malheureusement il y a des gens avec des comportements très très agressifs, notamment à Paris, où la place de la voiture est en train de se diminuer et ça rend des comportements très... Ça provoque des tensions. Voilà. Est-ce que tous les vélos sont compatibles avec ce système? Parce que je vois sur votre vidéo qu'il y a comme un petit capteur aussi sur le vélo ou en fait le système est autonome? Alors, en effet, le système, on doit utiliser du coup voilà, super, splendide. Ce petit boîtier qui se met du coup sur n'importe quel vélo. Vous voyez, ça s'installe sur le... Oui, pas besoin d'un vélo connecté ou... Et c'est lui qui va piloter le déclenchement de l'airbag en fait? C'est lui qui va piloter le déclenchement. Parce qu'il va détecter en fait un comportement anormal du vélo. Exactement, il va détecter en fait que le vélo, qu'il se passe quelque chose surtout au niveau de la personne qui conduit. C'est-à-dire que d'un coup... elle va avoir un mouvement qui est anormal pour un cycliste et là, c'est là où elle va se déclencher. Et là, ça a été vraiment vérifié, prouvé, ça fonctionne. Voilà, dans tous les cas, ça permet de sauver des impacts surtout. Merci beaucoup Quentin Xavier, donc cofondateur d'Urban Circus pour cette veste airbag. Pauline, il est temps de retrouver notre essai de cette semaine. Oui, on va passer du vélo à la voiture, mais à la voiture autonome. Alors la voiture autonome, on imagine tous un K2000 qui va venir nous chercher en bas de chez nous, nous parler, nous emmener quelque part. Mais cette voiture autonome, en fait, demain, elle ressemblera peut-être à un skateboard. Et puis dessus, il y aura des panneaux publicitaires où il y aura une petite salle de gym. Je pourrais faire mon rameur en me promenant dans la ville. C'est enfin, en tout cas, comme ça que Citroën l'a imaginé. Julien Bonnet est allé la tester pour nous avec des images de Roman Guignard. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Après avoir révolutionné la mobilité avec sa petite voiture électrique sans permis, l'Ami, Citroën vient de dévoiler un nouveau concept, le Citroën Skate. C'est comme une grande planche à roulettes électrique et autonome sur laquelle vont pouvoir se greffer différents modules proposant différentes expériences. Le premier module, conçu en partenariat avec la chaîne d'hôtels Pullman, propose par exemple une salle de sport avec rameur à bord, donc plutôt pratique si on veut faire du sport en rentrant du travail. Ou celui-ci, dans lequel je me trouve, conçu avec JC Decaux et qui est plutôt un bus touristique du futur. Vincent Cobé, directeur général de Citroën, nous explique un peu la philosophie derrière ce concept. Ici, on est dans un sujet très complexe. On est dans un sujet de planification urbaine qui, forcément, doit impliquer un certain nombre d'acteurs. Les pouvoirs publics, les opérateurs de transport, les fabricants, comme Citroën, et également les fournisseurs d'expérience, comme Accor ou JC Decaux. Donc, effectivement, nous sommes dans une démarche de prospective, dans une démarche de développement d'idées, mais on parle d'un horizon qui peut être 5 à 7 ans.
un horizon dans lequel il faudra que tous ensemble, en collaborant, on apporte des réponses aux besoins de déplacement en ville. Aujourd'hui, nous vivons tous dans un chaos urbain qui, à l'évidence, aura des impacts à moyen terme. Il faut qu'on y apporte des solutions. La technologie peut le permettre, mais il faut que cette technologie reste abordable. Donc, toute la logique de ce concept, c'est améliorer votre temps et la qualité de votre temps dans le trajet urbain et utiliser la technologie pour le plus grand nombre à un tarif qui est abordable. Abordable, c'est-à-dire moins cher qu'une voiture autonome. Ces skates se déplaceraient sur des voies dédiées, comme les actuelles voies de bus, et on pourrait commander le module de son choix selon l'expérience souhaitée. Par exemple, si vous voulez tenir une réunion sur votre trajet, vous pourriez vous retrouver à bord du salon Lounge Mobile, imaginé par Sofitel. Nous sommes venus avec une idée, qui est de dire, séparons l'expérience de la technologie. Nous avons donc développé ce qu'on a appelé un skate qui embarque l'électrification et la technologie autonome. Nous avons permis à différents partenaires, Accor et JCDecaux dans ce cas, de développer des expériences de trajet. Et nous proposons de développer dans certaines zones urbaines, ça peut être en France, ça peut être ailleurs, des voies dédiées qui permettront jusqu'à 25 km/h de se déplacer avec donc une technologie électrique autonome qui changera de pod suivant l'heure, suivant la demande du client, et donc qui vous permettra de regagner du temps dans votre journée. Au lieu de passer 1 à 2 heures dans des embouteillages, passer 1 à 2 heures à faire du sport, à profiter d'un environnement de luxe ou à voyager dans une nouvelle invention autour de l'abribus JCDecaux qui viendrait à votre porte au lieu que vous y alliez. Au cœur de cette innovation, on retrouve aussi les pneus sphériques de Goodyear, un élément qui présente de nombreux avantages, comme l'explique Patrick Deblaise, responsable des programmes liés à la mobilité chez Goodyear. Quand on parle de mobilité partagée, c'est des véhicules qu'on veut stopper le moins possible. Donc on a une surface de caoutchouc qui est beaucoup plus importante, 4 fois plus importante que sur un pneu traditionnel. Donc du coup on passe au garage 4 fois moins souvent. C'est une roue qui est solide. Donc on parle de pneus non pneumatiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de crevaison, perte d'air, et du coup moins d'arrêt également, moins de risque d'arrêt. Le pneu étant solide, son empreinte au sol est relativement réduite. Ce qui fait que également on est sur l'économie d'énergie, moins de déformation et du coup moins de consommation d'énergie, plus de temps de roulage possible. Avec une vitesse maximale de 25 km/h, ce module se destine vraiment à la ville apaisée de demain. Il permet aussi à Citroën de s'associer avec différentes entreprises, c'était le cas sur les modules, mais aussi sur la partie roue, avec ce pneu sphérique qui avait été présenté par Goodyear sous forme de concept en 2016. BFM Business, en route pour demain, l'avis de l'expert. Il est temps de retrouver notre rendez-vous en partenariat avec le CNPA et j'accueille avec plaisir Francis Bartholomé. Bonjour Francis. Bonjour. Vous êtes le président national donc du CNPA. On vous retrouve, vous le savez, chaque semaine dans En route pour demain et évoquer avec vous en fait votre métier qui est en train d'évoluer. On se rend compte, les véhicules électriques, les nouvelles mobilités qui bouleversent un petit peu les concessions automobiles, entre autres. Comment envisagez-vous cette transformation et comment allez-vous procéder pour vous mettre à jour en quelque sorte, même si cette mise à jour a déjà commencé, j'imagine. Oui, elle a commencé. On n'a jamais eu autant de sujets qui nous occupent. Transformation écologique, la digitalisation des entreprises, et particulièrement aussi le commerce en ligne, c'est-à-dire la volonté d'un certain nombre de constructeurs, pour une partie de leurs produits, de pouvoir les mettre en ligne et les vendre. Donc on est devant nous toute une évolution extrêmement importante, qui va se concrétiser d'ailleurs dès l'année prochaine avec l'évolution d'un règlement de distribution à Bruxelles, le 330-2010, qui devrait de nouveau organiser le business entre les constructeurs d'une part et nous-mêmes, distributeurs concessionnaires. C'est-à-dire que demain, je vais acheter ma voiture comme j'achète aujourd'hui une télé ou un téléphone ? Oui, alors la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a fait des études, notamment avec Interaris, sur ce dossier, et les enquêtes nous sont plutôt très favorables. C'est-à-dire qu'en définitive, 80% ou 90% même des interrogés pensent qu'on a un rôle encore important à jouer. Oui, de conseil, bien sûr. Oui, et surtout, dans l'intérêt, c'est l'acte d'achat qui est intéressant. Et là, 66% des gens achèteront leur voiture chez un concessionnaire à coup sûr. Un tiers, peut-être, penseront éventuellement à un achat en ligne, mais on voit bien que la grande majorité reste. Pourquoi il reste ? Parce que, la proximité de le conseil. Vous savez, aujourd'hui, une voiture, c'est assez...
complexe. C'est complexe. Rien qu'une mise en main d'un véhicule aujourd'hui, imaginez un seul instant la difficulté qu'il faut. Il faut un professionnel pour le faire. Ensuite, vous avez des tas d'éléments. C'est le consommateur, l'automobiliste, se demande quoi acheter. Devant cette évolution au niveau de la fin ou pas du moteur thermique, rendez-vous compte, le moteur thermique, c'est pour un industriel, c'est à 10 ans qu'il faut le connaître, le résultat. Et pour un acheteur potentiel, c'est quel est le prix de ma voiture dans 4 ou 5 ans. Et puis votre rôle, c'est de conseiller un particulier qui hésite entre une hybride, une essence, peut-être même encore un diesel, si par exemple il fait beaucoup de kilomètres. Il y a toutes ces questions en fait. Bien sûr, on répondra. Sauf qu'il faut rappeler que dans le cas du moteur thermique, l'hybride simple ou l'hybride rechargeable sont avant tout des moteurs thermiques. N'oublions pas que c'est aller vers un full électrique quelque part, voire éventuellement demain de l'hydrogène. Donc on a un rôle de conseil, on a un rôle à orienter, mais on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, les clients se posent vraiment des questions. Alors les incertitudes gouvernementales sur quels seront les malus, bonus, les aides ou pas les aides, s'il y en aura encore, n'apporte pas de vraies réponses à l'automobiliste. Donc on est dans une phase assez complexe, assez évident. Voilà. Juste un mot, c'est vrai que le roi de la digitalisation du véhicule, c'est Tesla, aujourd'hui, qui vend énormément de véhicules. Alors, ils ont des concessions, mais quelques-unes, c'est presque des showrooms. Finalement, est-ce que vous pensez que c'est l'avenir un petit peu de la vente de véhicules, électriques ou pas d'ailleurs? Non, on a assez confiance sur le sujet, sur la traditionnelle concession que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, j'avais donné un exemple. Moi, je ne suis pas un concessionnaire Tesla, par exemple, pour mon groupe. Mais mon gendre qui le dirige vient de signer avec Tesla un dossier pour faire de la carrosserie et réparer les voitures. On voit bien aussi qu'il y a une recherche inévitablement d'une forme de proximité. Le client ne peut pas être laissé tout seul avec son ordinateur quand un jour il a un voyant qui s'allume ou qui tombe en panne. Donc il y a des relais, si vous voulez, d'accompagnement. Et vous savez, l'automobiliste, il est habitué à ce genre de situation. Et la meilleure fidélisation, nous on le sait bien dans nos métiers traditionnels, c'est bien le service. Si les gens se sentent, le jour où ils ont un vrai problème ou un besoin de mobilité, de déplacer, qu'on a la réponse, c'est quand même quelque chose qui engage pour nous et qui engraine pour nous des relais de confiance qui sont extrêmement importants. Merci beaucoup, Francis Bartholomé, pour toutes ces précisions. Vous êtes, rappelons-le, le président du CNPA, président national du CNPA. Et c'est avec ce rendez-vous que se termine En route pour demain. On sera là, évidemment, la semaine prochaine, à la fois sur 01 TV et sur BFM Business. D'ici là, bon week-end et portez-vous bien. À bientôt. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.